Vous aviez fait un bon accueil à ce que j'avais trouvé du côté des Hongrois, et en particulier de Vilma Kovács, qui, à mon avis, avait quand même essayé de faire une première théorie du contrôle par rapport à Eitingon. Oui, il y a eu ces tentatives. Et vous m'aviez accepté dans une journée scientifique que vous parliez de l'analyse quatrième, justement. Oui, parce que ça, c'est une nouvelle théorie et pratique du contrôle, et ça a vraiment fait son chemin. Ce n'est plus guère contesté. Mais ça ne veut pas dire que c'est adopté tel que nous l'avons préconisé. Vous voyez ? Donc on peut dire qu'on apporte là quelque chose au mouvement analytique en général. Oui, voilà pourquoi, à mon avis, on a subsisté. Et pas par un effet de... Bien sûr. On a parfois l'impression que cette théorisation du contrôle, grâce à l'analyse quatrième, a fait énormément avancer la psychanalyse en France, en lui donnant une spécificité. Mais il n'existait pas de théorie du contrôle. Le contrôle était tout simplement calqué sur une scolarisation, c'est-à-dire une vérification, une vérification des connaissances avec un maître qui était une déviation de ce qui était analytique, parce que dans le contrôle tel qu'il était pratiqué, et que j'ai fait moi en tant qu'élève, j'ai été aussi dans des contrôles collectifs que j'ai formellement condamnés ensuite. Et ça existe encore? Oui. Bien entendu, ça existe encore. Et moi, j'en faisais partie. Enfin, j'en ai eu, puisqu'on me l'avait... Eh bien, dans les contrôles individuels, en tout cas, c'était le contrôleur, donc le maître, qui finissait par prendre par gouverner, par prendre lui-même d'ailleurs on limitait les discussions à un seul patient, ce qui est une stupidité. Parce qu'un patient peut en évoquer d'autres, il n'y a aucune raison de faire. Alors, c'était le didacticien maître qui prenait sous sa coupe le patient. C'est-à-dire qu'il dépossédait l'analyste à qui il venait en parler. C'est le contraire même de ce que l'on veut, nous. On veut que l'analyste soit pleinement responsable à tous égards, conscient, inconscient, de ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'en en parlant à quelqu'un dans ce processus, on peut voir les choses qu'il fallait faire et les erreurs. Est-ce que ce n'est pas le seul moyen d'entendre le contre-transfert? C'est le seul moyen d'entendre le contre-transfert dans tous ces... Et encore, faut-il savoir qu'on n'entend jamais tout. Il ne s'agit pas d'avoir un idéal d'exhaustivité qui, dans l'analyse, n'existe pas et qui, d'ailleurs, n'existe nulle part. Est-ce que ça ne rejoint pas la question aussi du minimum institutionnel dans la... Si, ça la rejoint. Moi, j'ai proposé le minimum institutionnel quand on constate l'importance invasive que peut prendre l'institution dans l'analyse elle-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu mieux définir et séparer les choses. Mais c'est pas simple. L'analytique du non-analytique. C'est ça, l'analytique de l'institutionnel. Vous préférez le terme institutionnel à non-analytique? Oui, parce que non-analytique, ça peut recouvrir n'importe quoi. Tandis qu'institutionnel, c'est l'institution analytique. Je crois que c'était François Perrier qui avait... Ah, peut-être, oui. Qui avait à l'origine pensé à cette distinction. Oui, il avait pu dire ça sans raison. Mais pour le formuler, quand on dit non-analytique, la connotation est différente de institutionnel. Évidemment, l'institution n'est pas analytique. Mais il y a des institutions
analytique, de société. Alors, voilà comment je vois les choses maintenant. Les sociétés analytiques ne sont pas, comment pourrait-on dire ça, sont plutôt pernicieuses que bonnes. Mais, d'une autre façon, elles sont indispensables. Par conséquent, elles ont un aspect d'un paradoxe fondamental qu'il faut intégrer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans société, même si on en a horreur. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la problématique de l'habilitation, c'est-à-dire qu'il y a une transmission d'une pratique analytique à travers tout ce que vous avez dit, l'expérience de l'analyse quatrième qui continue la cure personnelle. Donc ça aboutit à une habilitation, une adhésion. Si on le cherche, parce qu'il y en a qui ne le demandent pas. Voilà. Mais d'un autre côté, et qui n'en sont pas moins analystes. Et oui. Et d'un autre côté, il y a quand même la nécessité, il y aurait, alors qui est d'un autre ordre, qui n'est plus du domaine seulement de l'analytique, qui est des institutions d'analystes, c'est-à-dire qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des groupes scientifiques. On ne peut pas s'en passer. Ben oui. On ne peut pas s'en passer socialement. Voilà. Parce que autrement, le remède, si je peux dire, serait pire que le mal. C'est-à-dire qu'il y aurait un éparpillement et un abus, il y en a déjà beaucoup d'ailleurs, mais qui ne pourrait se rattacher à rien. Alors, c'est un mal nécessaire, un mal indispensable des sociétés. Depuis le début, dans l'histoire de la psychanalyse, j'ai l'impression, depuis du temps de Freud, ce double mouvement de la formation qui a été tâtonnante et qui a subi différents aléas et expériences, et la question du groupe, il y a eu toujours ce double mouvement historique. Oui. Le comité secret, le groupe des Juifs, éventuellement, ou intégrer quelqu'un qui soit en dehors de ce groupe-là pour pouvoir... Oui, il y a toujours eu ce double mouvement. Même dans le petit noyau viennois d'origine. Ouais. Alors, voilà quoi. C'est important de voir ce double pôle, parce que souvent, c'est double facette. Et on ne peut pas dire qu'on veut supprimer l'un ou supprimer l'autre, parce que supprimer et dire, bon, ben, dorénavant, il n'y aura plus de société, c'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi. Le 1 plus 1, c'est tout. Hein. Comment ? Le 1 plus 1, ça irait très lentement, alors que s'il y a une société, il y a plusieurs années. Non, c'est pas ça, c'est que n'importe qui peut se réclamer à ce moment-là, et c'est d'ailleurs ce qui se fait déjà. Étant donné le foisonnement des sociétés, des groupements, des pratiques dérivées, on sait ce que ça donne. Et ça peut donner les pires effets dans les projets actuels de législation, qui sont effectifs. Ça, on en parlera. Est-ce que le quatrième groupe est la seule société analytique en France, toujours à l'heure actuelle, à avoir théorisé le fait qu'il n'y ait que deux types de membres, les membres et puis... Jusque-là, on est les seuls, mais il paraît qu'il y en a qui veulent le faire aussi. J'ai entendu dire. Est-ce que vous pensez mais je ne sais pas... que les participants, qui est le terme actuel, puisqu'avant c'était contribuant, je crois. On l'a changé, et puis on le changera peut-être encore. D'ailleurs, actuellement, on dit qu'il y a les membres et les participants. Avant, il y avait les cotisants. Alors, ça mettait trop l'accent sur la cotisation. Et les... comment on disait ? Les contribuants. Les contribuants. Alors, c'est mieux d'avoir les participants. C'était une désignation que... Oui, alors, votre question était... C'était est-ce que vous pensez que les participants sont beaucoup plus que des non-membres ? Ah oui. Parce que d'abord, ils sont très nombreux. Puisque actuellement, autant qu'on ait dit à notre dernière Assemblée Générale, pas loin de 200. 180, quelque chose comme ça. Et ensuite, nous avons des groupes de travail qui sont très nombreux et qui sont librement, qui se font librement
Et beaucoup, Paris et province, étrangers aussi, sont des participants qui travaillent et qui publient. Qui tiennent ces groupes parfois. Qui les organisent. Et qui contribue pleinement à la vie du quatrième groupe. oui, au point de vue analytique, scientifique. Institutionnel aussi, puisque moi j'ai demandé, et on le fait, qu'il y ait des votes consultatifs et qu'ils puissent participer, c'est le cas de le dire, être invités aux assemblées générales. Oui, ça c'est la seule société qui fait ça. Je ne sais pas, je crois. Je crois. Et qu'il puisse y avoir, par exemple, parce que nous avons aussi nos sessions réinstituantes, où on remet l'institution en cause. Et à ce moment-là, on a la possibilité de vote consultatif des participants, ceux qui sont présents ou qui ont. Vous voyez. Et ça, c'est utile parce qu'on sait, c'est pas forcément qu'on vote comme ils veulent, comme s'il y a des majorités, mais au moins on sait ce qui certains peuvent avoir exprimé. Mais aux assemblées générales, sur quelles questions les Mais l'assemblée générale. Le vote consultatif, parce que. Sur des questions d'ordre général, oui, ils ne votent pas pour désigner les membres du bureau, puisqu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de différence entre les membres et les participants. Mais ils peuvent être consultés par vote consultatif sur telle question qui est soulevée et qui est une question, alors là, qui déborde le cadre de l'ordre du jour annuel de l'Assemblée générale, qui est de renouveler le bureau et de dire si on leur donne la parole d'ailleurs. et on leur donne la parole, ils peuvent parler. Donc une gestion qu'on voudrait s'approchant de la démocratie. Comment se sont fait les premières habilitations? Est-ce que vous avez coopté, les trois, vous avez coopté ceux qui vous avaient suivi? Non, parce qu'il s'agissait d'analystes déjà comme nous-mêmes. Ni Pierrat, ni François Perrier, ni moi l'avons fait, parce que ça n'existait pas, l'avons fait de sessions d'habilitation. Oui, on ne les avait pas encore instituées. Oui. Et vous étiez analyste déjà reconnu de l'école freudienne. De l'école freudienne et avant de la Société de Paris. Mais les collègues qui vous ont suivi, comment ils sont devenus analystes du quatrième groupe? Ils ont été cooptés? Mais je vous dis, ils étaient déjà analystes. D'accord. Venant d'autres sociétés, parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être issus du quatrième groupe, puisqu'il n'existait pas encore. Oui, il venait d'exister, on ne pouvait donc pas. Donc alors, vous avez coopté. Oui. Et ensuite, la première habilitation, c'était Marie-Claire Célérier, je crois. Alors ça, je ne peux pas vous dire laquelle était la première. Il y en a eu pas mal. Alors après, il y en a eu pas mal. Mais on n'a pas fait de session d'habilitation pour des gens qui exerçaient l'analyse déjà dans d'autres sociétés. Je sais pas, c'est comme si quelqu'un, et le cas s'est produit d'ailleurs, quelqu'un venant d'une autre société voudrait adhérer au quatrième groupe. On ne va pas lui dire, selon la méthode scolaire, et pas qu'ils le font encore maintenant, oui, mais il faut faire une tranche d'analyse avec nous et un contrôle avec nous. On peut dire ça quand même. Mais on peut faire une session avec lui.